La flûte de champagne tremblait dans ma main tandis que j'observais l'homme que j'aimais détruire tout ce que nous avions construit ensemble avec une seule phrase négligente. Le restaurant bourdonnait autour de nous, rempli de nos amis, célébrant ce qui aurait dû être l'annonce de nos fiançailles. Au lieu de cela, je suis restée de glace, regardant leurs visages passer de la confusion à un silence gêné, tandis que les mots d'Enguerrand résonnaient dans l'air comme du poison. « Arrête d'agir comme si nous étions mariés, Apolline. Tu n'as pas ton mot à dire sur l'endroit où je vais ou avec qui je suis. » Le rire qui a suivi n'était pas bienveillant. Il était acéré, tranchant, de ceux qui vous dépouillent de votre dignité morceau par morceau. J'ai souri malgré tout, le visage comme un masque parfait, tandis que mon cœur se brisait en mille morceaux. Mais alors que j'étais assise là, quelque chose de froid et de calculateur a commencé à fleurir dans ma poitrine, quelque chose qui allait tout changer. 3 semaines plus tard, lorsqu'Enguerrand est rentré en trébuchant après son week-end avec ses amis, du sable dans les cheveux et le parfum d'une autre femme. Sur ses vêtements, ses clés n'ont pas tourné dans la serrure. Notre voisine de toujours, Madame Josseline, observait depuis sa fenêtre comment il essayait, encore et encore, la confusion peinte sur son visage. « Excusez-moi, lui, dit-il avec le désespoir pointant dans sa voix, savez-vous ce qui est arrivé à mon appartement ?» Le visage ridé de Madame Josseline s'est fendu d'un sourire complice. « Ah, la demoiselle si gentille a déménagé il y a 2 semaines. Elle a dit quelque chose à propos du fait que le bail n'était qu'à son nom. Et quelle curiosité! Elle a laissé quelques cartons dans la benne. Cela ressemblait à des vêtements d'hommes et des objets personnels. Le camion poubelle les a emportés au matin. C'est alors qu'Enguerrand a commencé à supplier, mais il était déjà trop tard. Avant de continuer, j'adorerais que vous écriviez dans les commentaires depuis quel pays vous écoutez cette histoire. Nous sommes fascinés de savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est la première fois que vous passez par cette chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus d'histoires épiques de vengeance. Bonne écoute. Je m'appelle Apolline Vasseur et j'avais l'habitude de croire aux contes de fées. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans ce que je croyais être l'étreinte parfaite de l'amour. Enguerrand de la Croix était tout ce qu'une femme pouvait désirer. Grand, charmant, avec des yeux de la couleur des nuages d'orage et un sourire qui pouvait vous faire oublier votre propre nom. Il avait une façon de vous faire sentir que vous étiez la seule personne au monde quand il vous regardait comme si vous étiez précieuse, unique et absolument essentielle à son très bonheur. J'aurais dû savoir que tout était un mensonge. Les signes étaient là depuis le début, subtils comme une toile d'araignée, mais tout aussi résistants. La façon dont il vérifiait constamment son téléphone portable pendant nos rendez-vous, ses doigts dansant sur l'écran avec une aisance habituelle, comment il disparaissait pendant des heures sans explication, revenant avec de vagues histoires sur des urgences professionnelles ou des obligations familiales. Les femmes qui s'approchaient parfois de nous avec des yeux pleins d'une reconnaissance que je n'arrivais pas tout à fait à identifier et qui s'éloignaient rapidement quand elles me voyaient à ses côtés. Mais l'amour rend aveugle, n'est-ce pas? Il vous fait justifier les signaux d'alarme, les peindre de jolies couleurs et les accrocher comme des ornements autour de votre cœur. Je travaillais comme graphiste freelance et mon petit appartement me servait à la fois de maison et de bureau. Le bail n'était qu'à mon nom, un détail qui
s'avérerait crucial plus tard. Car Enguerrand avait des problèmes temporaires de solvabilité qu'il était en train de régler. Il a emménagé progressivement comme une marée qui monte sur le rivage. D'abord une brosse à dents, puis quelques vêtements. Avant même de m'en rendre compte, il était là tous les soirs, sa présence remplissant mon espace jusqu'à ce que cela ressemble au nôtre. « Tu es si indépendante, Apolline », disait-il en m'embrassant les tempes pendant que je travaillais tard sur des projets pour des clients. « C'est l'une des choses que j'aime chez toi. Tu n'as pas besoin de moi, mais tu me choisis. » Comment ces mots allaient-ils revenir pour nous hanter tous les deux? L'appartement lui-même était mon sanctuaire, un loft rénové dans le quartier du Canal Saint-Martin, avec des murs en pierre apparente et d'immenses baies, vitrées qui captaient la lumière à la perfection. J'avais économisé pendant 3 ans pour pouvoir payer la caution, faisant des doubles services dans un café tout en construisant mon portfolio de design. Chaque meuble, chaque décoration soigneusement choisie, chaque plante qui donnait vie au recoin, tout était à moi. Tout payé avec de l'argent que j'avais gagné avec des nuits blanches et une détermination infinie. Enguerrand ne contribuait en rien au loyer, affirmant qu'il était entre 2 opportunités et travaillait sur une grosse affaire qui porterait bientôt ses fruits. Je m'en fichais. L'amour est censé être une équipe, se soutenir mutuellement dans les mauvais moments. Croyais que nous construisions quelque chose ensemble, que ces difficultés étaient des revers temporaires sur notre chemin vers le bonheur pour toujours. Quelle naïveté! La nuit qui a tout changé a commencé comme tant d'autres. Nous étions au crépuscule, une brasserie parisienne chaleureuse où Enguerrand m'avait emmené pour notre anniversaire des 6 mois. La chaude lueur des bougies dansait sur la nappe blanche et l'air était imprégné de l'arôme de l'ail et du vin. Je pensais que nous étions là pour célébrer quelque chose de beau. Des rumeurs avaient circulé parmi notre groupe d'amis selon lesquels Enguerrand prévoyait de me demander en mariage. J'avais même acheté une nouvelle robe pour l'occasion, d'un vert émeraude intense qui faisait ressortir mes yeux et épousait mes courbes aux bons endroits. J'ai passé des heures à me préparer, à peindre mes ongles, à boucler mes cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues parfaites sur mes épaules. Dans le miroir, je ressemblais à une femme prête à commencer le prochain chapitre de sa vie. Nos amis ont commencé à arriver vers 20h, des couples avec qui nous sortions, des gens du travail d'Enguerrand, quelques-unes de mes meilleures amies. L'énergie était électrique. Tout le monde jetait des regards à Enguerrand, s'attendant à ce que quelque chose de transcendantal se produise. Je le ressentais aussi, ce sentiment d'attente suspendu dans l'air comme une promesse. Mais à mesure que la nuit avançait, quelque chose ne collait pas. Enguerrand était distrait, regardant son téléphone plus que d'habitude. Son sourire semblait forcé. Son rire arrivait un instant trop tard. Quand Zélie, ma meilleure amie depuis l'université, l'a interrogé sur son récent voyage d'affaires à Saint-Tropez, sa mâchoire s'est tendue presque imperceptiblement. « Comment c'était sur la côte ?» a-t-elle demandé, innocemment, faisant tourner son verre de vin. « Apolline a dit que tu y étais. Pour le travail. »« Bien, » a-t-il répondu sèchement, sans la regarder dans les yeux. « Juste des réunions, des trucs ennuyeux. » Mais j'avais vu les photos Instagram qu'il avait oublié de cacher. Des images de lui sur une plage, clairement pas seul, bien qu'il ait recadré la personne qui était avec lui. Quand je lui ai demandé, il a ri et a dit qu'un collègue les avait prises pendant une pause entre 2 réunions.
La conversation a continué, mais la tension a persisté comme de la fumée dans l'air. C'est Gaspard, l'un des collègues de travail d'Enguerrand, qui a abordé le sujet du voyage du week-end qui allait finalement nous détruire. « Hé, Enguerrand, tu y viens à Saint-Tropez avec nous le mois prochain? Les gars prévoient un truc épique. » J'ai senti mon sourire vaciller. C'était la première fois que j'entendais parler d'un voyage à Saint-Tropez. Saint-Tropez? Ai-je demandé en essayant de garder un ton léger. C'est quand? Les yeux d'Enguerrand ont brillé avec quelque chose que je n'ai pas pu identifier. De la colère, de la culpabilité. C'est juste un week-end en mec, chéri. Rien de sérieux. Je pensais que nous allions regarder des domaines pour le mariage ce week-end-là, ai-je dit doucement, me rappelant la conversation que nous avions eue à peine quelques jours auparavant sur la visite de propriétés potentielles. Arrête d'agir comme si nous étions mariés, Apolline. Les mots sont sortis, plus durement qu'ils ne l'avaient probablement prévu, coupant l'air chaud du restaurant comme un couteau. Tu n'as pas ton mot à dire sur l'endroit où je vais ou avec qui je suis. La table est devenue silencieuse. La fourchette de quelqu'un a tinté contre son assiette. Au loin, un couple à une autre table riait. Leur joie contrastait brutalement avec l'inconfort étouffant qui s'était installé sur nous. J'ai senti mes joues brûler d'humiliation tandis que plusieurs personnes remuaient mal à l'aise sur leur siège. Puis Gaspard a ri, un son nerveux et maladroit que d'autres ont rapidement rejoint. Bientôt, la moitié de la table riait comme si les paroles cruelles d'Enguerrand n'étaient qu'une blague, juste un homme réaffirmant son indépendance de cette manière informelle dont les hommes le font parfois. « Enguerrand a raison », a dit Thibault, un autre de ses amis. « Il ne faut pas les laisser s'habituer à donner des ordres, hein? » Plus de rire, plus fort. Cette fois, j'ai souri. Que Dieu me pardonne. J'ai souri et je suis restée silencieuse, jouant le rôle de la petite amie, compréhensive qui sait encaisser une blague. Mais à l'intérieur, quelque chose de fondamental était en train de se briser. Pas seulement se briser, mais voler en éclats si petits qu'ils ne pourraient jamais être recollés. Le reste du dîner s'est passé comme dans un flou. J'ai suivi le mouvement, j'ai discuté, j'ai ri au bon moment, mais j'étais ailleurs, flottant au-dessus de la scène comme un fantôme regardant sa propre vie imploser. Quand l'addition est arrivée, Enguerrand a fait le geste de chercher son portefeuille avant de se rendre compte qu'il avait laissé sa carte de crédit à « Où la maison ? Chérie, tu peux payer ?» a-t-il demandé avec ce sourire charmant qui, autrefois, m'avait fait faiblir les genoux. « Je te rembourse demain. » J'ai payé. Bien sûr que j'ai payé. Je payais toujours. Nous sommes rentrés à la maison en silence. L'air d'octobre frais contre ma peau. Les feuilles sèches craquaient sous nos pieds, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à quel point c'était approprié. Tout mourait autour de nous, tandis que ce que nous avions se flétrissait. « Tu fais ta dramatique », a dit Enguerrand alors que nous montions les escaliers vers mon appartement. Ce n'était qu'une blague, Apolline. Tout le monde a ri. Tout le monde a ri, ai-je répété en sortant les clés de mon sac à main. Exactement. Tu exagères. J'ai ouvert la porte et je suis entrée, Enguerrand me suivant. L'espace familier semblait différent, contaminé par ce qui s'était passé au dîner. J'ai regardé la vie que j'avais construite, le foyer que j'avais créé, et j'ai tout vu avec de nouveaux yeux. « Tu vas aller à Saint-Tropez » ai-je demandé en me tournant pour le regarder. Il desserrait déjà sa cravate. Ce geste désinvolte d'un homme qui se sent
complètement en sécurité dans sa place dans ma vie. Probablement, comme je te l'ai dit, c'est juste avec les gars, et pour les domaines, on pourra faire ça autre jour. Il n'y a pas le feu, n'est-ce pas? Il s'est approché en cherchant à me prendre dans ses bras, avec ses mains qui autrefois ressemblaient à refuge. Allez, chérie, ne te mets pas dans cet état. Tu sais que je t'aime. J'ai laissé faire. Je l'ai laissé m'embrasser. Je l'ai laissé penser que tout allait bien. Je l'ai laissé croire que ses paroles ne m'avaient pas montré exactement qui il était et le peu que je signifiais pour lui. Mais pendant qu'il dormait à mes côtés cette nuit-là, ronflant doucement avec un bras sur ma taille, j'ai fixé le plafond et j'ai commencé à planifier. Pour la première fois en 2 ans, je voyais clair. L'homme que j'avais aimé était un mirage, un beau mensonge qui m'avait fait danser au son de sa musique, pendant qu'il vivait gratuitement chez moi. Il mangeait ma nourriture et me traitait comme une roue de secours pratique jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. Le voyage à Saint-Tropez était dans 3 semaines. 3 semaines pour me préparer à ce qui serait le moment le plus satisfaisant de ma vie. 3 semaines pour planifier la vengeance parfaite. Le lendemain matin du dîner, je me suis réveillée dans un lit vide avec le bruit de la douche. Enguerrand fredonnait comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas humiliée publiquement devant tous nos amis, comme si ce mot ne s'était pas gravé dans mon âme avec une précision chirurgicale. Je suis restée là à l'écouter. Cet homme qui avait partagé mon lit pendant 2 ans, mais qui apparemment ne m'avait jamais vue comme une partenaire égale. L'eau s'est arrêtée, et il est bientôt sorti avec une serviette autour de la taille, les gouttes d'eau captant la lumière du matin, alors qu'elle traçait des chemins sur son torse. « Bonjour, beauté », a-t-il dit avec ce sourire facile jouant sur ses lèvres. « Tu has bien dormi ?» Comme un bébé. Ai-je menti? Il s'est déplacé dans la pièce avec une confiance désinvolte, enfilant des vêtements du placard que j'avais acheté, occupant les tiroirs que je lui avais cédés. Le voir s'habiller dans ma chambre, chez moi, utiliser mes serviettes, mon savon, j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. « Je dois partir tôt aujourd'hui », a-t-il dit, sans me regarder alors qu'il boutonnait sa chemise. Réunion avec des investisseurs sur cette idée de start-up dont je t'ai parlé. Un autre mensonge. Je le savais à la façon dont ses yeux évitaient les miens, à la légère tension dans ses épaules. En 2 ans, j'avais appris à lire ses gestes, bien que j'ai toujours choisi de les ignorer. « Tu seras à la maison pour le dîner ?» ai-je demandé, gardant ma voix légère et désinvolte. « Je risque de rentrer tard. Ne m'attends pas debout. » Il m'a embrassé le front, un geste superficiel du genre que l'on donne à un enfant ou à un animal de compagnie. Et il est parti. J'ai écouté ses pas dans les escaliers, le claquement de la porte d'entrée de l'immeuble, puis le silence. J'ai attendu exactement 10 minutes avant de me lever. Mon ordinateur portable était déjà ouvert sur la table de la cuisine, là où je l'avais laissé la veille. Je me suis préparé un café avec des mains tremblantes, mon esprit bouillonnant de possibilités et de peur. Une partie de moi voulait ignorer ce qui s'était passé, prétendre que l'homme que j'aimais avait juste passé une mauvaise soirée. Mais une plus grande partie, celle qui cataloguait silencieusement les incohérences depuis des mois, connaissait la vérité. J'ai commencé par ces relevés téléphoniques. Ne me demandez pas comment j'ai eu accès. L'amour vous fait faire des choses dont vous ne vous seriez jamais cru capable. Et Enguerrand n'avait jamais été particulièrement prudent pour cacher ses mots de passe. Sa facture de téléphone racontait une histoire d'appel
nocturnes à des numéros que je ne reconnaissais pas, de longues conversations, par SMS, qui se produisaient alors qu'il était censé travailler ou être avec des amis. Un numéro apparaissait avec une fréquence alarmante. Je l'ai cherché dans un service d'annuaire inversé et j'ai trouvé un nom, Solène de la Tour. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux a révélé une brune époustouflante, aux lèvres charnues et aux yeux couleur miel chaud. Son Instagram était public, rempli de photos de scènes coûteuses, d'escapades de week-end et d'elle-même dans des endroits magnifiques que j'ai reconnus. La plage de Saint-Tropez, le bar sur le toit, où Enguerrand prétendait avoir eu un dîner d'affaires le mois dernier, le sentier de randonnée qu'il a dit avoir découvert en s'aérant l'esprit. Seulement dans chaque photo il y avait des signes subtils d'un accompagnateur, 2 verres de vin sur une table, une ombre qui suggérait que quelqu'un prenait la photo, un reflet dans ses lunettes de soleil qui ressemblait remarquablement au profil d'Enguerrand. Mes mains tremblaient alors que je parcourais des mois de publication. Chacune était une petite confirmation de ce que je commençais à comprendre. Ce n'était pas seulement une infidélité émotionnelle, c'était une relation à part entière, avec des escapades romantiques et des moments intimes qui auraient dû être les tout nôtres. Mais Solène n'était pas la seule. Plus je creusais, plus je trouvais de noms. Roxane, une avocate d'affaires qui avait posté des photos du même restaurant où Enguerrand m'avait emmené pour notre premier anniversaire, 2 semaines avant notre vrai rendez-vous. Maëlys. Lefebvre, dont les tags de localisation correspondaient à plusieurs des mystérieux voyages d'affaires d'Enguerrand, chacune d'elles magnifique, accomplie, et complètement ignorante de l'existence des autres. Comment avait-il réussi? Comment nous avait-il toutes gardées séparées, toutes croyant que nous étions spéciales, toutes pensant que nous avions quelque chose ou de réel avec lui? La réponse est arrivée quand j'ai trouvé le fil d'un groupe de discussion qu'il avait laissé ouvert accidentellement sur l'iPad que je lui avais acheté pour Noël. Il s'intitulait « Les potes », mais la conversation révélait quelque chose de beaucoup plus sinistre que les blagues typiques entre mecs, Enguerrand. Saint-Tropez, c'était incroyable. Solène croit maintenant que nous sommes exclusifs. Ha ha ha. Béranger. Et tu gardes toujours l'artiste comme base d'opération? Enguerrand. Pour le moment. Loyer gratuit. Et elle travaille tout le temps. Donc je peux faire ce que je veux. Le meilleur plan que j'ai jamais eu. Thibaut. Et l'avocate? Je croyais qu'elle te plaisait. Enguerrand. Roxane. Est géniale pour les dîners chers et les contacts. Des filles différentes pour des besoins différents, vous voyez le genre. Béranger, mec, tu joues avec et feu. Enguerrand. Elles sont toutes tellement désespérées de croire en l'amour qu'elles justifient tout. C'est presque trop facile. J'ai lu la conversation 3 fois avant que les mots ne s'imprègnent vraiment. Loyer gratuit, des filles différentes pour des besoins différents, presque trop facile. C'était tout ce que j'étais pour lui, une base d'opération pratique. Une femme désespérée de croire en l'amour qui justifierait ses mensonges, paierait ses factures et sourirait pendant qu'il m'humiliait en public. La rage qui m'a envahi ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Cela a commencé comme une brûlure dans ma poitrine et s'est propagé vers l'extérieur comme un feu de forêt, consumant chaque tendre sentiment que j'avais eu pour Enguerrand de la Croix. À la place, a grandi quelque chose de plus dur, de plus aiguisé, infiniment plus dangereux. Mais je n'ai pas jeté d'objet, je n'ai pas crié,
et je ne l'ai pas affronté tout de suite, comme une femme est conduite dans un film. Au lieu de cela, j'ai fait quelque chose de bien pire. J'ai planifié. J'ai passé la semaine suivante à tout documenter. Des captures d'écran de conversations, des photos de relevés de cartes de crédit montrant des dépenses qui ne correspondaient pas à ces histoires, des registres des moments où il entrait et sortait de l'appartement. J'ai créé des dossiers sur chacune des femmes, apprenant leurs habitudes, leur comportement sur les réseaux sociaux, leur vie professionnelle. Solène était une agente immobilier qui s'enorgueillissait de son intégrité et de son honnêteté. Elle postait quotidiennement des citations motivantes sur la confiance et l'authenticité. Roxane était une avocate d'affaires connue pour sa réputation féroce et sa tolérance zéro envers la malhonnêteté, dans les affaires ou dans la vie personnelle. Maëlys dirigeait un blog de style de vie à succès sur la recherche du bonheur authentique et des relations sincères. Chacune d'elles serait dévastée d'apprendre la vérité sur Enguerrand. Mais plus, important encore, chacune d'elles méritait de connaître la vérité. Le plan a commencé à prendre forme dans mon esprit, élégant dans sa simplicité et dévastateur dans son impact potentiel. Mais j'avais besoin de plus que de simples preuves d'infidélité. J'avais besoin de quelque chose qui lui fasse vraiment comprendre ce que l'on ressent quand on perd tout ce sur quoi on y pensait pouvoir compter. C'est alors que je me suis souvenu du bail. Mon nom était sur tout. Le contrat de location, les factures, Internet, même la place de parking que Enguerrand utilisait pour sa voiture. Légalement, il n'avait aucun droit sur quoi que ce soit. Il n'était même pas officiellement un locataire aux yeux de la loi. Il n'était qu'un invité de longue durée qui avait abusé de l'hospitalité. Mais mettre fin à la relation ne serait pas suffisant. Pas après ce qu'il m'avait fait subir. Pas après avoir découvert que toute notre relation s'était construite sur des mensonges et de la manipulation. Pas après avoir su qu'il s'était moqué de moi avec ses amis, me traitant comme une blague, une idiote, pour pratique, qui payait pour le privilège d'être trompée. Non, Enguerrand méritait quelque chose de bien plus poétique qu'une simple rupture. Il méritait de perdre exactement comme je l'avais perdu, soudainement, complètement et de la manière la plus humiliante possible. Le voyage à Saint-Tropez était encore dans 2 semaines. 2 semaines pour me préparer à l'adieu le plus satisfaisant de ma vie. Le plan exigeait de la précision, de la synchronisation et un niveau de calcul froid que je ne me savais pas posséder. Mais l'amour trahi a le don d'aiguiser l'esprit, transformant les émotions tendres en une résolution dure comme l'acier. J'ai commencé par l'appartement. Mon bail se renouvelait dans 3 mois, mais l'agence immobilière permettait des préavis d'1 mois. Parfait. J'ai pris rendez-vous avec la gestionnaire de l'immeuble, Madame le maire, pour la semaine suivante. « Je suis désolée de vous perdre, Apolline », a-t-elle dit quand je lui ai expliqué que je déménageais. « Vous avez été une locataire merveilleuse. Aucune plainte pour le bruit, vous payez toujours à l'heure, vous gardez l'endroit, impeccable. Merci. J'ai juste besoin d'un changement d'air. » ai-je répondu en signant les papiers de résiliation. Je serai partie pour la fin du mois. Et votre petit ami? Devra-t-il être ajouté à des documents pour la restitution de la caution? J'ai souri doucement. Oh, il n'est pas sur le bail, il ne l'a jamais été. Juste un invité qui est resté un peu trop longtemps. La compréhension a brillé dans ses yeux. Elle avait déjà vu ce scénario. Je vois. Eh bien, la caution vous sera rendue directement puisque vous êtes la
seul titulaire du bail. Ensuite est venue la partie la plus difficile. Trouver un nouvel endroit sans qu'Enguerrand le sache. J'ai programmé des visites d'appartements à des moments où il était censé être au travail, bien que je sache maintenant qu'il était probablement avec l'une de ses autres femmes. J'ai trouvé un loft parfait d'une chambre à l'autre bout de la ville. J'ai signé le bail en utilisant mon nom de jeune fille et un numéro de téléphone différent et j'ai organisé le déménagement pour qu'il ait lieu pendant son voyage à Saint-Tropez. La beauté de vivre avec quelqu'un qui ne prêtait pas attention aux détails domestiques était qu'Enguerrand n'a jamais remarqué que j'avais commencé à emballer lentement des articles non essentiels dans des cartons que je gardais dans la cave de l'immeuble. Vêtements d'hiver, livres, objets de décoration, la moitié de mon équipement de cuisine, tout est allé à la cave tandis qu'il restait joyeusement ignorant. Mais l'appartement n'était que le début. Grâce à une recherche minutieuse sur les réseaux sociaux, j'avais découvert que les 3 autres femmes d'Enguerrand seraient en ville pendant son week-end à Saint-Tropez. Solène avait organisé une journée portes ouvertes le dimanche après-midi. Roxane assistait à une conférence juridique qui se terminait le samedi soir. Maëlys organisait une retraite de bien-être qui se terminait le dimanche matin. J'ai créé des comptes de messagerie anonyme et j'ai commencé à rédiger des messages. Pas d'accusation, rien qui ressemble au délire jaloux d'une femme éconduite. Au lieu de cela, je me suis fait passer pour une amie inquiète qui pensait qu'elle méritait de connaître la vérité sur l'homme avec qui elle sortait. Les emails étaient soigneusement élaborés, avec un ton professionnel, et incluaient juste assez de preuves pour être crédibles sans paraître malveillant. Des captures d'écran des profils de rencontres d'Enguerrand. Oui, il avait des profils actifs sur 3 applications différentes. Affirmons tous, recherche quelque chose de sérieux. Des photos de réseaux sociaux où ces mensonges étaient exposés par les horodatages et les localisations. Des reçus de cartes de crédit prouvant qu'il vivait au crochet d'une femme tout en courtisant les autres. J'ai programmé l'envoi de ces emails pour le dimanche après-midi, juste au moment où Enguerrand rentrerait de Saint-Tropez, épuisé et sans méfiance. Mais je n'avais pas encore fini. Le chef-d'œuvre de ma vengeance nécessitait un élément de plus, une humiliation publique qui égalerait ce qu'il m'avait fait au crépuscule, et je savais exactement comment y parvenir. Vous vous souvenez de Bérengère dans le groupe de discussion? Un peu plus de recherche a révélé qu'il s'agissait de Bérengère Morel, le meilleur ami d'Enguerrand depuis l'université et le témoin au mariage de son frère l'année dernière. Béranger avait une présence très publique sur les réseaux sociaux où il aimait publier sur la loyauté, la fraternité et les vrais hommes qui prennent les choses en main. Béranger avait aussi une petite amie sérieuse nommée Garance, qui me suivait sur Instagram. Garance, qui avait assisté au dîner où Enguerrand m'avait humilié. Garance, qui avait eu l'air mal à l'aise, mais qui n'avait rien dit quand tout le monde avait ri. Garance méritait de savoir que son petit ami n'était pas seulement complice des infidélités d'Enguerrand, mais qu'il les encourageait activement. J'ai rédigé un autre message anonyme pour Garance. Celui-ci incluait des captures d'écran du groupe de discussion où Bérenger et les autres discutaient des multiples relations de leur ami comme si c'était un jeu où ils riaient de tromper les femmes, de profiter de notre confiance, de nous traiter comme des ressources à exploiter.
mais j'avais gardé la meilleure partie pour la fin. Grâce à leur groupe de discussion, j'avais appris l'existence d'une de leurs traditions. Publier des photos et des histoires de leur voyage dans un album partagé auquel leurs petites amies et épouses pouvaient accéder. C'était censé prouver qu'ils ne faisaient rien d'inapproprié, juste des trucs de mecs. Sauf que Enguerrand oubliait toujours de vérifier ce que ses amis publiaient. Je n'avais aucun doute que ce voyage à Saint-Tropez inclurait des activités qu'ils ne voudraient pas que leurs partenaires voient, et quand ces photos apparaîtraient inévitablement dans l'album partagé, toutes les femmes de leur vie verraient exactement qui étaient vraiment ces hommes. Tout ce que j'avais à faire, c'était attendre. La semaine précédant Saint-Tropez s'est écoulée avec une lenteur angoissante. Enguerrand était de plus en plus distrait, passant des heures sur son téléphone et rentrant à la maison plus tard chaque soir. Il affirmait qu'il faisait des heures supplémentaires pour pouvoir payer le voyage, mais les relevés de sa carte de crédit, auxquels j'avais toujours accès, racontaient une histoire différente. Il facturait tout sur la carte que je lui avais ajoutée pour l'urgence, accumulant des dettes pour des dîners chers et des cadeaux qui n'étaient certainement pas pour moi. « Tu vas me manquer pendant que tu seras parti », ai-je dit la nuit avant son départ, blotti contre son torse dans notre lit. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais je devais maintenir la façade un peu plus longtemps. « Tu vas me manquer aussi, chérie », a-t-il murmuré en m'embrassant les cheveux. « C'est juste pour quelques jours. Je serai de retour avant même que tu t'en rendes compte. Promets-moi que tu seras sage, ai-je chuchoté, des mots avec un double sens qu'il ne pouvait pas comprendre. Il a ri, le son résonnant dans sa poitrine. Quand est-ce que je ne suis pas tout sage? S'il savait à quel point ces mots s'avéreraient prophétiques. Le vendredi matin est arrivé gris et pluvieux, en accord avec mon humeur. Enguerrand se déplaçait dans l'appartement, faisant sa valise avec l'excitation d'un homme sur le point de goûter à la liberté. Il vibrait littéralement d'anticipation et le voir me retournait l'estomac. « Ne m'attends pas debout ce soir », a-t-il dit en fermant la fermeture éclair de son sac. Le vol n'atterrit que tard et nous dînerons probablement à l'hôtel. J'ai hoché la tête depuis la table de la cuisine où j'étais assise avec mon café, regardant l'homme que j'avais aimé pendant 2 ans se transformer en un étranger sous mes yeux. Il avait toujours été tellement impatient de s'éloigner de moi. J'avais été trop aveugle pour le voir. « Amuse-toi bien avec les gars », ai-je dit en parvenant à sourire. Il a embrassé mon front à nouveau. Ce même geste condescendant que j'avais commencé à ressentir comme une gifle. « Je t'aime, chérie. Je t'aime aussi », ai-je chuchoté dans son dos alors qu'il s'éloignait. Au moment où la porte s'est fermée derrière lui, je suis passée à l'action. L'entreprise de déménagement venait le lundi matin, mais j'avais du travail de préparation à faire. J'ai passé le vendredi à emballer le reste de mes affaires, pour essentiel, ne laissant de côté que ce dont j'aurais besoin pour le week-end et quelques-unes des choses préférées d'Enguerrand. Des choses que je voulais qu'il voie une dernière fois avant de les perdre pour toujours. Le samedi a été la journée la plus difficile. Avec Enguerrand parti, l'appartement semblait différent, chargé de possibilités et de deuil à parcours égal. Je me suis surprise à déambuler de pièce en pièce, faisant mes adieux à la vie que nous avions construite ensemble, ou plutôt à la vie que j'avais construite pendant qu'il profitait de ma générosité et de mon amour. Je me suis accordé un moment de faiblesse assise sur notre lit avec une photo de nos premières vacances ensemble. Nous avions l'air si heureux, si sincèrement connectés.
Ses bras m'enlaçaient par derrière. Nous rions tous les deux de quelque chose juste hors du cadre. L'espace d'un instant, je me suis demandé si je faisais une erreur. Peut être que l'homme de cette photo était le vrai Enguerrand et que tout le reste n'était qu'une phase qu'il dépasserait. Puis, mon téléphone a vibré avec une notification. Quelqu'un m'avait identifié sur une photo sur les réseaux sociaux. C'était Garance, la petite amie de Bérenger, postant une photo d'une soirée entre filles du vendredi. Elle était avec des amis pendant que les garçons étaient à Saint-Tropez et elle avait l'air sincèrement heureuse. Dans la légende, elle a écrit qu'elle s'ennuyait de Bérenger, mais qu'elle lui faisait entièrement confiance car leur relation était basée sur l'honnêteté, le respect. L'ironie était si tranchante qu'elle aurait pu couper du verre. Ce soir-là, j'ai commandé à emporter du crépuscule, un dernier dîner à l'endroit où tout avait commencé à s'effondrer. En mangeant seul à la table de la cuisine, où Enguerrand et moi avions partagé tant de dîners, j'ai senti un étrange sentiment de paix m'envahir. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance, il s'agissait de récupérer ma dignité, mon estime de moi, mon droit d'être traité comme une partenaire égale au lieu d'une ressource pratique. Le dimanche matin, je me suis réveillée avec des appels en absence d'Enguerrand. 3 au total, tous autour de 2 du matin. Quand je l'ai rappelé, il avait l'air d'avoir la gueule de bois et d'être paranoïaque. « Salut chérie, je voulais juste savoir comment tu allais », a-t-il dit, là, voix rauque à cause du sommeil et de l'alcool. M'assurer que tout va bien à la maison, tout est parfait, l'ai-je rassuré. Comment c'est, Saint-Tropez? Bien, comme d'habitude, des trucs de mec, tu sais comment c'est? Je commence à le savoir, ai-je murmuré. Il y a eu une pause. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien, mon cœur. Juste que tu m'as manqué. À quelle heure atterrit ton vol? La suspicion a disparu de sa voix, remplacée par cette confiance désinvolte que j'avais autrefois trouvée attirante. Vers 18 heures. Ne te donne pas la peine de venir me chercher. Je prendrai un Uber. On se voit à la maison. On se voit à la maison, a-t-il répété, et il a raccroché. Mais bien sûr, ne me verrai pas à la maison, car à 18, il n'y aurait plus de maison où rentrer. À 15 exactement, j'ai envoyé les emails. 3 messages soigneusement rédigés à 3 femmes qui méritaient bien mieux qu'Enguerrand Delacroix. J'ai inclus des preuves, des captures d'écran, des reçus, tout ce dont elles avaient besoin pour comprendre que l'homme avec qui elles sortaient était une fraude. J'ai expliqué le groupe de discussion, les relations multiples, la façon dont il avait catégorisé les femmes selon ce qu'elles pouvaient lui apporter. Le message à Garance était différent, plus personnel. J'ai inclus les d'écran, prouvant que son petit ami n'était pas seulement au courant des comportements d'Enguerrand, mais qu'il l'encourageait activement. Les conversations où Bérenger plaisantait sur la façon de tenir les petites amies que laisse et de s'assurer qu'elles ne deviennent pas trop exigeantes. Puis j'ai expiré un grand coup et j'ai attendu. Les réponses sont arrivées plus vite que je ne l'espérais. Solène a appelé la première, sa voix tremblante de rage et d'incrédulité. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, comparant nos histoires, comblant les lacunes dans les connaissances de l'autre. Elle s'était doutée que quelque chose clochait, mais s'était convaincue que ce n'était rien, tout comme moi. Il m'a dit que tu n'étais qu'une amie qui l'aidait, a-t-elle dit, la voix en brisée. Il a dit que tu traversais une mauvaise passe et qu'il te laissait rester dans son appartement temporairement. Son appartement, ai-je répété, savourant l'amère ironie. Il n'a jamais
payer un centime de loyer. Le bail est entièrement à mon nom. Le son qu'elle a émis était mi-rire, mi-sanglot. La réponse de Roxane a été plus contrôlée, mais non moins furieuse. En tant qu'avocate, elle pensait déjà en termes de conséquences et de justice. « As-tu des preuves de fraude financière ?» a-t-elle demandé. S'il a utilisé des cartes de crédit sous de faux prétextes, s'il s'est présenté comme résident dans un endroit où il n'avait aucun droit légal d'être, il pourrait y avoir des poursuites pénales que nous pourrions engager. J'ai tout, l'ai-je rassuré. Chaque mensonge, chaque reçu, chaque promesse qu'il a faite à chacune de nous. Le message de Maëlys est arrivé par email, plus long et plus réfléchi que les autres. Elle a écrit sur les signes qu'elle avait ignorés, la façon dont Enguerrand l'avait fait se sentir spéciale tout en la gardant séparée du reste, de sa vie. Elle m'a remercié d'avoir eu le courage de la contacter, de m'être soucié suffisamment d'inconnus pour nous épargner d'autres chagrins. Mais la réponse la plus satisfaisante est venue de Garance. Son premier message était un simple « Mon Dieu !» 20 minutes plus tard, elle m'a appelé directement. « Est-ce que c'est vrai ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Ces captures d'écran. Béranger a vraiment dit ces choses ? Chaque mot. J'ai les horodatages et tout. » Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. Ils sont censés rentrer ce soir. Tous, agissant comme des héros de retour du combat. Béranger a une réservation pour dîner. Il a dit qu'il voulait fêter le fait d'avoir survécu à un autre week-end avec les gars. Je suis désolée, Garance. Je sais que ce n'est pas facile à entendre. Ne t'excuse pas. Tu m'as donné la vérité, et c'est plus que ce que quiconque ou jamais fait. Sa voix était ferme maintenant, résolue. Qu'est-ce que tu vas faire quand il rentrera à la maison? J'ai regardé autour de l'appartement, les cartons cachés dans les placards, la vie que j'avais construite, et qui était sur le point de disparaître comme de la fumée. Il va recevoir exactement ce qu'il mérite. Bien, a dit Garance avec férocité. Il mérite tout ce qui va lui arriver. À 17h30, j'ai fait mes derniers préparatifs. J'ai emballé le reste de mes affaires essentielles dans 2 valises et je les ai chargées dans ma voiture. J'ai laissé derrière moi tout ce qui était propriété commune. Le canapé que nous avions choisi ensemble, la table basse que j'avais achetée, mais qui disait adorer, les appareils électroménagers qu'il avait utilisés mais pour lesquels il n'avait jamais contribué à l'achat. La seule chose que j'ai emportée, c'était ce qui m'appartenait légalement et moralement. Tout le reste servirait de rappel de ce qu'il avait perdu par ses propres choix. J'ai laissé les clés sur la table de la cuisine avec une seule feuille de papier, une copie imprimée de notre contrat de location avec l'avis de résiliation joint. Par-dessus, j'ai placé des captures d'écran de leurs conversations de groupe, imprimées en couleur, horodatage clairement visible, sans notes, sans explication, juste la vérité exposée en noir et blanc, indéniable. Puis j'ai appelé Madame le maire. L'appartement est prêt pour la remise des clés, lui ai-je dit. J'ai laissé les clés à l'intérieur. Vous pouvez changer les serrures quand bon vous semble. Et les affaires de votre petite amie? J'ai regardé autour de moi. Les vêtements dans le placard, les articles de toilette dans la salle de bain, les objets personnels éparpillés dans ce qui avait été notre espace commun. Il n'est pas sur le bail, lui ai-je rappelé. Tout ce qui reste devient la propriété de l'immeuble pour être jeté comme vous le jugez bon. Entendu? Merci d'avoir été une locataire si merveilleuse à Pauline. J'espère que votre
nouveau foyer vous apportera du bonheur. Je crois que ce sera le cas, ai-je dit, et je le pensais vraiment. À 18 exactement, je me suis éloignée en voiture de l'immeuble qui avait abrité mon ancienne vie. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas jeté un dernier regard aux fenêtres qui avaient été ma maison. Ce chapitre était terminé et j'étais enfin libre d'en écrire un nouveau. Mon téléphone a commencé à vibrer 20 minutes plus tard. Les appels ont commencé à arriver en succession rapide, chacun plus désespéré que le précédent. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale, conduisant à travers la ville vers mon nouvel appartement avec un sentiment de libération que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le soleil se couchait derrière moi, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies qui semblaient presque symboliques. La fin d'un jour, la promesse d'un autre. Mais la curiosité a eu raison de moi. À un feu rouge, j'ai écouté le premier message vocal. « Apolline, qu'est-ce qui se passe, bordel? Ma clé ne marche pas. Appelle-moi. » Tout de suite, la voix d'Enguerrand était tendue, pleine de confusion et d'un début de panique. Le deuxième message, laissé 10 minutes plus tard. « Chérie, ce n'est pas drôle. La voisine a dit quelque chose comme quoi tu avais déménagé. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on parle. Appelle-moi. » Au cinquième message, son ton était passé de la confusion à la négociation. « Écoute, je ne sais pas ce qu'on t'a raconté, mais on peut régler ça. Quoique, tu penses qu'il se soit passé à Saint-Tropez. Ce n'est pas ce que ça a l'air. S'il te plaît, Apolline, on s'aime. Ne jette pas 2 ans par la fenêtre pour un malentendu. » J'ai presque ri à celui-là. Un malentendu. Comme si 2 ans de tromperie systématique et de manipulation émotionnelle n'était qu'une simple erreur de communication. Les messages ont continué tout au long de la soirée, chacun révélant une autre couche de son désespoir. Il était passé du déni à la colère, puis à la négociation en l'espace de 2 heures. Et je pouvais pratiquement entendre son monde s'effondrer à travers le téléphone. Mais l'appel le plus satisfaisant est venu d'un numéro que je ne reconnaissais et passe. Salope vindicative. La voix de Bérangère a explosé dans le haut-parleur avant même que je puisse dire allô. « Qu'est-ce que tu as envoyé à Garance? Bordel ?» Elle a fait ses valises et est partie chez sa sœur. Elle ne veut même pas me parler. « Bonjour à toi aussi, Béranger, » ai-je dit calmement, entrant dans le parking de mon nouvel immeuble. C'est un comportement de psychopathe, Apolline. Détruire des relations. Pourquoi? Pour une blague que ton mec a faite lors d'un dîner? Tu es déséquilibré. Je suis déséquilibré? J'ai ri, le son résonnant sur les murs de béton. Béranger, j'ai des captures d'écran de toi, encourageant ton meilleur ami à manipuler et utiliser plusieurs femmes en même temps. Vous nous avez qualifiés de désespérés et avez dit qu'il était presque trop facile de nous tromper. Alors dis-moi, qui est vraiment le psychopathe ici? Silence. Ces conversations étaient privées. Ma relation avec Enguerrand l'était aussi, mais ça ne vous a pas empêché de la traiter comme un divertissement. Je suis sortie de ma voiture, mes talons claquant sur le ciment avec une autorité satisfaisante. Garance méritait de savoir avec qui elle sortait vraiment. Elle le méritait toute. Tu as tout gâché. Non, Béranger. Toi et Enguerrand avez tout gâché au moment où vous avez décidé que les femmes n'étaient que des ressources à exploiter. Je me suis juste assurée qu'il y ait des conséquences. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mon nouvel appartement était tout ce que l'ancien n'était pas. Plus petit mais entièrement à moi. Moderne là où l'autre avait été vintage.
silencieux là où avant il y avait toujours la tension sous-jacente de vivre un mensonge. J'ai ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale et je me suis installée sur mon nouveau canapé pour écouter le reste des messages d'Enguerrand. Il dressait le portrait d'un homme qui réalisait lentement son monde soigneusement construit s'effondrait. Au message numéro 8, il avait apparemment parlé à Solène. « Apolline, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère et je sais que j'ai fait des erreurs, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement détruire la vie des gens parce que tu es contrarié. Solène menace de porter plainte à la police pour escroquerie. Ça prend des proportions démesurées. Le message numéro 12 a révélé qu'il avait aussi été en contact avec Roxane. L'avocate parle de porter plainte. Elle dit que je me suis présentée sous une fausse identité, que j'ai commis une fraude financière. Chérie, je n'ai jamais voulu que rien de tout ça n'arrive. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. On ne peut pas en parler comme des adultes, mais c'est le message numéro 15 qui m'a fait sourire. Maintenant, elles, comparant toutes leurs notes. Elles sont toutes les trois dans une sorte de groupe de discussion où elles partagent des informations sur moi. C'est de la folie. Apolline. Tu en as fait une chasse aux sorcières. S'il te plaît, je t'en supplie. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur qu'on a rompu et que j'étais confus. Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. Le mot a résonné dans mon esprit alors que je buvais mon vin et regardais les lumières de la ville briller au-delà de mes nouvelles fenêtres. Maintenant, ils étaient prêts à faire n'importe quoi, alors que quelques jours auparavant, m'avaient humilié publiquement et m'avaient dit que je n'avais pas mon mot à dire dans sa vie. Trop peu, trop tard, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. C'est Apolline, c'est Solène. Les autres filles et moi aimerions te rencontrer demain si tu es disponible. Nous avons des choses à discuter. J'ai souri et j'ai répondu. Avec grand plaisir. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague de désespoir de la part d'Enguerrand. Apparemment, il avait passé la nuit dans sa voiture ou dans un hôtel car les messages provenaient de différents endroits selon le bruit de « Fonte, je suis passé à l'immeuble ce matin. Madame le maire a dit que tu as résilié le bail. Elle ne m'a pas laissé prendre mes affaires. Elle a dit que comme je n'étais pas sur le contrat, mes affaires sont considérées comme des biens abandonnés. Apolline, c'est toute ma vie qui est là, dedans. Mes vêtements, mon ordinateur, la montre de mon grand-père. Tu ne peux pas simplement jeter à la poubelle 2 ans de ma vie. Mais je le pouvais, et je l'avais fait, tout comme il avait jeté 2 ans de la mienne avec ses mensonges et sa manipulation. La rencontre avec les autres femmes était fixée à midi dans un petit café du centre. Je suis arrivée en avance, j'ai commandé un café et j'ai choisi une table au fond où nous pourrions parler en privé. L'une après l'autre, elles sont arrivées et j'ai été surprise de voir à quel point nous étions différentes, mais en même temps similaires. Solène était éblouissante en personne, avec ce genre d'élégance naturelle qui vous faisait comprendre pourquoi Enguerrand s'était senti attiré par elle. Mais ses yeux avaient maintenant une dureté, une intelligence acérée qui avait été réveillée par la trahison. Roxane se mouvait avec la prestance de quelqu'un habitué à commander. Son tailleur de créateur et sa démarche assurée parlaient de son succès dans le monde juridique. Cependant, il y avait quelque chose de vulnérable en elle maintenant, une faille dans l'armure que la tromperie
d'Enguerrand avait créé. Maëlys était plus douce, plus éthérée, avec le genre de beauté naturelle qui n'a pas besoin d'artifice. Elle avait l'air d'avoir pleuré, mais sa mâchoire était crispée par la détermination. « Eh bien, » a dit Solène, une fois que nous étions toutes installées avec nos boissons. Nous y voilà. 4 femmes qui pensaient connaître Enguerrand, Delacroix. J'ai réfléchi à ça toute la nuit, a dit Roxane, son esprit juridique travaillant clairement sur les implications. Rien que la fraude financière pourrait lui attirer de graves ennuis judiciaires. Utiliser des cartes de crédit sous de faux prétextes, se présenter comme locataire alors qu'il n'avait aucune base légale. Il y a définitivement des accusations pénales que nous pourrions prouver. Et les dommages émotionnels? A demandé Maëlys à voix basse. Je sais que ça semble naïf, mais je croyais vraiment que nous construisions quelque chose de réel. J'ai rejeté d'autres opportunités, d'autres relations, parce que je pensais que nous avions un avenir ensemble. J'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Ce n'est pas naïf, c'est humain. Nous avons toutes cru ce qu'il voulait que nous croyions. Solène a sorti son téléphone et a vérifié quelque chose. J'ai repassé nos conversations à la recherche de modèles. Il nous a dit à chacune essentiellement les mêmes mensonges, juste personnalisés selon ce qu'il pensait que nous voulions entendre. À moi, il a dit qu'il était un multi-entrepreneur cherchant la bonne femme pour construire un empire. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Roxane? Qu'il était entre 2 projets, mais qu'il avait des contacts dans la tech qui nous rendraient riches tous les deux si je l'aidais à naviguer dans quelques problèmes juridiques avec des investisseurs. Le rire de Roxane était amer. Il n'a jamais eu d'investisseur, n'est-ce pas? Et à moi, il a dit qu'il cherchait une connexion authentique, quelqu'un qui comprendrait le côté spirituel du succès, a ajouté Maëlys. Il a dit qu'il était fatigué des femmes superficielles qui ne se souciaient que de l'argent, alors qu'à moi, il a dit qu'il ne faisait qu'aider une amie qui traversait une mauvaise passe, ai-je dit. Il m'a fait passer pour un cas d'assistance sociale qu'il était trop bon pour abandonner. Nous sommes restées silencieuses un moment, chacune traitant l'ampleur totale de la tromperie d'Enguerrand. Il n'avait pas seulement été infidèle, il avait créé des personnages complètement différents pour chaque relation, nous disant ce qu'il pensait que nous voulions entendre tout en prenant ce qu'il voulait de chaque situation. La question maintenant, a dit Roxane, c'est de savoir ce que nous allons faire. Je veux qu'il fasse face à des conséquences judiciaires, a dit Solène, fermement. Ce qu'il nous a fait, c'est de la fraude financière, de la manipulation émotionnelle, et Dieu sait quoi d'autre. Les hommes comme ça ne s'arrêtent pas à moins qu'on ne les y oblige. Je suis d'accord, a dit Maëlys. Nous surprenons toutes avec l'acier dans sa voix. Mais je veux aussi que d'autres femmes sachent qui il est vraiment. Il est probablement déjà en train de chercher de nouvelles victimes. Roxane a hoché la tête. Je peux m'occuper de la partie légale. J'ai des contacts au parquet qui se spécialisent dans les cas d'escroquerie. À nous 4, nous avons assez de preuves pour monter un dossier solide. Et je peux m'occuper de la partie publique, a ajouté Solène. Le secteur immobilier est basé sur la réputation et la confiance. Je sais comment m'assurer que le bruit court sur le genre d'homme qu'est Enguerrand Delacroix. Elles m'ont toutes regardée, attendant ma contribution. J'ai pensé à l'homme qui avait partagé mon lit pendant 2 ans, qui m'avait fait croire que je construisais un avenir pendant qu'il se moquait de moi avec ses amis, l'homme qui m'avait humilié en public et qui s'attendait ensuite à ce que je souris, que je l'accepte.
Je veux qu'ils comprennent ce que ça fait de tout perdre, ai-je dit à voix basse. Pas seulement les relations, pas seulement l'argent, tout. Sa réputation, son cercle social, son sentiment de sécurité. Je veux qu'il se sente aussi petit et impuissant qu'il m'a fait me sentir. Solène a souri, et ce n'était pas un sourire tout à fait agréable. Je crois que nous pouvons arranger ça. Nous avons passé les 2 heures suivantes à planifier. Roxane déposerait une plainte à la police et commencerait à rassembler des preuves pour d'éventuelles poursuites. Solène utiliserait son vaste réseau dans la ville pour s'assurer que la réputation d'Enguerrand soit complètement détruite dans les cercles professionnels. Maëlys documenterait tout pour un article de blog qui servirait de mise en garde pour d'autres femmes, et je m'assurerai qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas construire son bonheur sur la douleur des autres sans finir par en payer le prix. Alors que nous nous préparions à partir, mon téléphone a sonné. Enguerrand à nouveau, appelant probablement de n'importe quel hôtel ou canapé d'amis qu'il avait réussi à squatter pour la nuit. « Tu vas répondre ?» a demandé Solène. J'ai regardé l'écran, le nom qui autrefois faisait battre mon cœur de joie et qui maintenant me remplissait d'une froide satisfaction. En fait, oui, je crois que je vais le faire. J'ai glissé le doigt pour accepter l'appel et je l'ai mis sur haut-parleur pour que les autres puissent entendre. Apolline, Dieu merci. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Ça va trop loin. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais, Enguerrand, l'ai-je interrompu, ma voix calme et contrôlée, je suis ici, avec Solène, Roxane et Maëlys. Nous avons eu une conversation très intéressante. Silence de mort à l'autre bout de la ligne. Nous savons tout, ai-je continué. Chaque mensonge, chaque manipulation, chaque blague cruelle que toi et tes amis avaient faite à nos dépens. Et nous avons décidé qu'il devait y avoir des conséquences. Apolline, s'il te plaît, le système judiciaire s'occupera des accusations d'escroquerie. La voix honnête de Roxane a coupé sa supplication. Je dépose une plainte cet après-midi, même, et je m'assurerai que tout le monde dans nos cercles professionnels sache exactement qui tu es, a ajouté Solène. La confiance est tout dans les affaires Enguerrand. Tu auras beaucoup de mal à opérer dans cette ville, fois que la nouvelle se sera répandue. Vous ne pouvez pas me faire ça, a-t-il dit, et je pouvais entendre le désespoir saigner à travers sa tentative d'autorité. C'est du harcèlement. C'est la justice, a dit doucement Maëlys. C'est ce qui arrive quand on traite les gens comme des objets au lieu d'êtres humains. Apolline, a-t-il essayé une fois de plus, la voix brisée. Je t'aime. Tu fais des erreurs, mais je t'aime. Ça ne compte pas pour quelque chose? J'ai pensé à l'amour, le vrai amour, pas l'affection pratique qu'il m'avait montrée quand je lui servais à quelque chose. Le vrai amour, c'était le respect, l'honnêteté, le partenariat. C'était voir quelqu'un comme un égal, pas comme une ressource à gérer et à manipuler. L'amour n'est pas juste un mot, Enguerrand, et je dis, c'est un choix que tu fais chaque jour. Et chaque jour pendant 2 ans, tu as choisi de me mentir, de m'utiliser, de me faire sentir que j'en demandais trop quand je voulais respect et l'honnêteté basique. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme, déguisé en jolis mots. Alors, c'est tout? Tu vas détruire ma vie entière? Non, ai-je dit en me levant de table, tandis que les autres femmes ramassaient leurs affaires. Tu as détruit ta propre vie au moment où tu as
décidé que les sentiments des autres n'avaient pas d'importance. Nous assurons juste qu'il y ait des conséquences à ce choix. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre et, pour la première fois depuis des semaines, je me suis sentie véritablement libre. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon nouvel appartement en train de lire les nouvelles du matin quand je suis tombée sur un petit article dans la section économie qui m'a fait sourire. L'entrepreneur local Enguerrand Delacroix accusé de multiples chefs d'escroquerie, disait le titre. L'article était bref mais accablant, décrivant des accusations liées à la fraude à la carte de crédit, la falsification de documents et la manipulation financière, affectant de multiples victimes. Roxane avait été minutieuse dans ses recherches juridiques. Il s'est avéré que le modèle de comportement d'Enguerrand constituait plusieurs délits pénaux, et le parquet s'était montré étonnamment réceptif pour monter un dossier. Apparemment, ce n'était pas le premier sociopathe charmant qu'ils rencontraient, et ils appréciaient d'avoir des victimes organisées, éloquentes et déterminées à voir la justice rendue. Mon téléphone a vibré avec un message de Solène. « Tu as vu les infos ? France 2. On va faire un reportage de suivi ce soir sur les escroqueries sentimentales. » Ils ont interviewé Maëlys à propos de son article de blog. L'article de blog de Maëlys était devenu viral quelques jours après sa publication, sous le titre « Anatomie d'un maître manipulateur. Comment j'ai découvert que mon petit ami sortait avec plusieurs femmes. Il avait été partagé des milliers de fois et avait généré des centaines de commentaires de femmes partageant des expériences similaires. Maëlys avait un don pour l'écriture qui rendait l'histoire à la fois dévastatrice et responsabilisante, montrant comment des femmes intelligentes et accomplies pouvaient être trompées tout en fournissant une feuille de route pour reconnaître les signes avant-coureurs. L'article avait été repris par plusieurs grands médias et Maëlys était devenue une sorte de porte-parole accidentelle pour la sensibilisation à la fraude romantique. Elle avait géré l'attention avec grâce, utilisant sa plateforme pour aider d'autres femmes au lieu de simplement chercher à se venger. Mais l'attention médiatique n'était que le début des problèmes d'Enguerrand. Un réseau de contacts de Solène dans la communauté des affaires s'était révélé remarquablement efficace pour diffuser la nouvelle sur son caractère. Moins d'1 semaine après notre rencontre, 3 partenaires commerciaux potentiels l'avaient abandonné et son adhésion à 2 organisations professionnelles avait été révoquée. Dans une ville où la réputation est tout, il était devenu radioactif. Pour Béranger, les choses n'allaient pas beaucoup mieux. La décision de Garance de le quitter avait créé un effet domino dans son cercle social, d'autres femmes remettant en question leurs propres relations et exigeant de voir les groupes de discussion de leurs petits amis. 2 autres couples avaient rompu, et Béranger s'était retrouvé de plus en plus isolé à mesure que les gens découvraient son rôle dans l'encouragement du comportement d'Enguerrand. Gaspard, Thibault et les autres hommes du groupe de discussion faisaient face à leurs propres conséquences alors que leurs petites amies et épouses découvraient la vraie nature de leurs soirées entre mecs. Il s'est avéré que les photos du voyage à Saint-Tropez, qui avaient effectivement été publiées dans leur album partagé, montraient exactement le genre de comportement qu'ils avaient tous nié avoir, des dîners coûteux avec des femmes qui n'étaient pas leurs compagnes, des fêtes dans des chambres d'hôtel avec des inconnus, le genre d'activité qui rendait creuses leurs affirmations d'amusement innocent. Mais la conséquence peut
être la plus satisfaisante n'était absolument pas planifiée. Je prenais un café avec mon amie Zélie, celle-là même qui était présente lors du désastreux dîner au crépuscule, lorsqu'elle a mentionné avoir croisé Enguerrand dans un supermarché. Il avait l'air terrible, a-t-elle dit en remuant son café au lait, pensivement. Je veux dire, physiquement terrible comme s'il n'avait pas dormi depuis des jours. Il a essayé de m'approcher, espérant probablement que je te transmette un message ou quelque chose, mais je me suis simplement éloignée. Je voulais lui dire exactement ce que je pensais de lui, mais honnêtement, le voir était une punition suffisante. Comment ça, Zélie? L'homme faisait ses courses avec des bons de réduction et achetait tout en marque distributeur. Il ressemblait à quelqu'un qui avait tout perdu et qui essayait de trouver comment survivre avec rien. Ce qui, je suppose, est exactement ce qui s'est passé. C'était vrai. Sans loyer gratuit et sans petit ami avec qui partager les frais, Enguerrand découvrait ce que coûtait réellement la vie. Ses cartes de crédit avaient été gelées dans le cadre de l'enquête pour fraude et ses tentatives pour trouver de nouvelles femmes pour l'entretenir avaient été contrecarrées par sa réputation de plus en plus notoire. Le mot s'était passé sur les applications de rencontres et les réseaux sociaux, créant un réseau de femmes qui se mettaient en garde les unes les autres contre lui. Il avait été contraint de retourner vivre chez ses parents en banlieue, un fait qui n'avait rien arrangé à son ego déjà bien abîmé. À 32 ans, vivant dans sa chambre d'enfance, tout en faisant face à des accusations pénales et à un exil social complet, il expérimentait enfin les conséquences de ses choix. Mais l'histoire ne s'arrête pas à sa chute. 6 mois après cette nuit, au crépuscule, je m'épanouissais d'une manière que je n'aurais jamais imaginée possible. Mon entreprise de design avait explosé après que j'ai commencé à concentrer toute mon énergie créative sur le travail. Au lieu d'essayer de gérer une relation dysfonctionnelle, j'avais obtenu 3 gros clients corporatifs et j'envisageais d'embaucher un assistant. Mon nouvel appartement était devenu un havre de paix et de créativité, décoré exactement comme je le voulais, sans avoir à prendre en compte les préférences ou l'humeur de quelqu'un d'autre. J'avais recommencé à peindre, chose que j'avais abandonnée pendant ma relation avec Enguerrand, parce qu'il trouvait toujours le moyen d'interrompre ou de dénigrer mes activités artistiques. Plus important encore, j'avais appris à faire à nouveau confiance à mon instinct. Les signaux d'alarme que j'avais ignorés avec Enguerrand me semblaient maintenant évidents, et je me suis découverte capable d'établir des limites que je n'aurais jamais imaginées auparavant. Je recommençais à sortir, lentement et prudemment, mais avec une clarté sur ce que je voulais et méritais qui me semblait révolutionnaire. Les autres femmes avaient trouvé leur propre chemin vers la guérison et la croissance. Solène avait utilisé son expérience pour fonder une association au but non lucratif, centrée sur l'éducation financière et la prévention de fraude destinée particulièrement aux jeunes femmes. Roxane s'était impliquée dans des efforts législatifs pour renforcer les protections contre la fraude et romantique dans notre région, utilisant son expertise juridique pour défendre les droits des victimes. Maëlys avait transformé son article de blog viral en un contrat pour un livre et une carrière de conférencière, voyageant à travers le pays pour partager son histoire et aider les autres à reconnaître les tactiques de manipulation. Elle avait trouvé sa voix authentique d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu le faire lorsqu'elle était trompée par la fausse personnalité d'Enguerrand. Nous étions toutes restées en contact,
unis par notre expérience partagée et le soutien mutuel. Il y avait quelque chose de puissant dans le fait que des femmes, ayant traversé un traumatisme similaire, choisissent de se soutenir mutuellement au lieu de se faire concurrence ou de se détruire. Nous avions créé notre propre réseau de soutien fondé sur la vérité et l'attention sincère, plutôt que sur les constructions artificielles qu'Enguerrand avait utilisées pour nous, Manipula. Le jour du premier anniversaire de cette terrible scène, je me suis retrouvée à nouveau au crépuscule, pas par hasard, mais par choix. J'ai décidé de me réapproprier l'espace, de remplacer le souvenir de l'humiliation par celui du triomphe. Je n'étais pas seule. Solène, Roxane et Maëlys avaient accepté de m'y retrouver, ainsi que Garance et 2 autres femmes qui avaient rejoint notre réseau de soutien informel après avoir découvert leurs propres expériences avec des partenaires manipulateurs. Nous avons levé nos verres pour porter un toast à la survie, à la croissance, à la force que nous avions trouvée chez les autres et en nous-mêmes. Le restaurant bourdonnait autour de nous avec la même énergie que cette nuit-là, 1 an auparavant, mais cette fois, j'étais entourée de personnes qui me valorisaient et me respectaient vraiment. Aux conséquences, a dit Solène en levant son verre de vin. À la vérité, a ajouté Roxane. Aux connexions authentiques, a contribué Maëlys. À ne jamais se contenter de moins que ce que nous méritons, a terminé Garance. À la justice, ai-je dit, et aux avenirs que nous construisons pour nous-mêmes. Nous avons trinqué, et j'ai senti une chaleur se répandre dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le vin. C'est à ça que ressemblaient les vraies relations. Soutien mutuel, communication honnête, croissance partagée et une véritable attention au bien-être de l'autre, alors que nous rions et parlions jusque tard dans la nuit, partageant des histoires, des rêves et des plans pour l'avenir, j'ai réalisé que la trahison d'Enguerrand avait été la meilleure chose qui me soit arrivée. Non pas pour la douleur qu'elle a causée, mais pour la force qu'elle a révélée et les connexions authentiques qu'elle a finalement rendues possibles. Parfois, la pire chose qui vous arrive vous ouvre la porte de la meilleure chose qui n'attendait que d'arriver. Parfois, perdre tout ce que vous pensiez vouloir laisse place à tout ce dont vous aviez vraiment besoin. Et parfois, la vengeance la plus douce est simplement de bien vivre, entouré de personnes qui voient votre valeur et célèbrent votre vérité, tandis que la personne qui a essayé de vous rabaisser s'efface dans la note de bas de page sans importance qu'elle a toujours été censée être. Je n'ai jamais revu Enguerrand après cet appel au café, mais de temps en temps, des nouvelles de lui filtraient à travers le réseau de personnes qui avaient autrefois fait partie de notre cercle social commun. Les mises à jour dressaient le portrait d'un homme dont la vie s'était complètement effondrée. Quelqu'un qui essayait encore de trouver ses marques dans un monde qui ne tolérait plus son genre particulier de manipulation. Il avait plaidé coupable des accusations, d'escroquerie en échange d'une peine avec sursis et de travaux d'intérêt général, évitant la prison, mais acceptant un casier judiciaire qui rendait difficile la recherche d'un emploi. Ses parents s'étaient finalement lassés de soutenir le refus de leur fils adulte, d'assumer la responsabilité de ses actes, et il avait été contraint de trouver son propre logement dans un quartier de la ville éloigné de ses anciens lieux de prédilection. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un concessionnaire automobile en banlieue, un travail qui convenait probablement à ses compétences pour la tromperie, mais qui n'offrait rien du prestige ou de la vie facile auquel il s'était habitué.
Plusieurs femmes de notre réseau avaient signalé avoir vu ses profils de rencontres sur diverses applications. Mais sa réputation s'était suffisamment répandue pour que peu soient prêtes à prendre le risque. Béranger et Thibault avaient fait face à leurs propres conséquences, bien que moins sévères que celles d'Enguerrand. Tous deux avaient perdu des relations de longue date et vu leurs cercles sociaux drastiquement réduits. Le groupe de discussion, qui avait autrefois été une source de divertissement cruel, a été dissous. Ses membres dispersés pour faire face aux répercussions de leur attitude exposée envers les femmes et les relations. Mais la partie la plus importante de cette histoire n'est pas ce qui leur est d'arriver, c'est ce qui nous est arrivé aujourd'hui, alors que j'écris ceci depuis le bureau de mon entreprise de design, florissante. Je suis entourée de preuves d'une vie reconstruite sur l'authenticité et le respect mutuel. Les murs affichent des travaux dont je suis sincèrement fière, créés pour des clients qui valorisent mon expertise et me traitent comme une partenaire égale pour donner vie à leur vision. Mon équipe, oui, j'ai maintenant une équipe est composée de personnes talentueuses et passionnées qui partagent mon engagement envers l'excellence et l'intégrité. L'association de Solène a grandi pour devenir une organisation reconnue à l'échelle nationale qui a aidé des milliers de femmes à reconnaître et à échapper à la manipulation financière. Elle est devenue une conférencière et une défenseure très sollicitée, utilisant son expérience avec Enguerrand pour empêcher d'autres de subir des abus similaires. Roxane a plaidé avec succès pour une législation plus stricte contre la fraude romantique dans notre région, créant des protections juridiques qui n'existent pas lorsque nous traversions notre calvaire. Elle se spécialise maintenant dans le droit de défense des victimes et a aidé des dizaines de femmes à demander justice contre des partenaires manipulateurs. Le livre de Maëlys est devenu un best-seller et elle travaille actuellement sur son deuxième manuscrit sur la récupération et la reconstruction après un traumatisme émotionnel. Ces conférences l'ont menée dans le monde entier, partageant des outils de guérison avec des publics qui ont désespérément besoin d'entendre que la survie est possible. Garance est devenue l'une de nos amies les plus proches, unie par l'expérience, partagée d'avoir découvert que les hommes en qui nous avions confiance n'étaient pas ceux qu'ils prétendaient être. Elle est maintenant fiancée à quelqu'un qui on la traite avec le respect et l'honnêteté qu'elle mérite. Et sa relation sert de magnifique exemple de ce à quoi ressemble l'amour quand il est réel. Notre réseau de soutien informel s'est développé pour devenir quelque chose de bien plus grand. Une communauté de femmes qui s'aident mutuellement à reconnaître les signaux d'alarme, à célébrer les succès et à naviguer dans le monde complexe des relations modernes avec sagesse et prudence. Nous avons appris que nous soutenir les unes les autres ne nous rend pas faibles, cela nous rend invincibles. Quant à moi, je ne suis plus la femme qui s'asseyait en silence pendant que son si petit ami l'humiliait en public. Je ne suis plus quelqu'un qui justifie les signaux d'alarme ou qui accepte moins que ce qu'elle mérite. Je connais ma valeur maintenant et je refuse de la négocier. Je suis à nouveau en couple, une vraie relation cette fois, construite sur l'honnêteté et le respect mutuel. Cyprien ne ressemble en rien à Enguerrand. Il est calme là où Enguerrand était tape à l'œil, stable là où Enguerrand était imprévisible, sincère là où Enguerrand était faux. Il paie ses propres factures, respecte mes limites et me traite comme une partenaire égale pour construire quelque chose de beau, terre ensemble. Plus important encore, il me voit non pas comme une ressource à gérer ou une commodité à apprécier,
mais comme une personne à part entière digne et d'amour et de respect. Quand nous ne sommes pas d'accord, nous en parlons. Quand nous faisons des plans, nous les faisons ensemble. Quand la vie devient difficile, nous l'affrontons en équipe. C'est ce que j'ai appris de mon expérience avec Enguerrand de la Croix. L'amour authentique multiplie votre force au lieu de la diminuer. Les vrais partenaires s'élèvent mutuellement au lieu de se rabaisser. Et la bonne personne ne vous fera jamais sentir que vous en demandez trop quand vous attendez de la décence et du respect basique. La femme qui a souri et s'est tue cette nuit-là au crépuscule n'existe plus, remplacée par quelqu'un qui connaît sa valeur et n'a pas peur de la défendre. Je ne tolérerai plus jamais d'être traitée comme moins qu'une égale, et je ne ferai plus jamais taire ma voix pour préserver le confort de quelqu'un d'autre aimé. Dépend. Parfois, les gens me demandent si je regrette d'avoir démasqué Enguerrand comme je l'ai fait. Si je pense que ma vengeance a été trop dure, la question me surprend toujours, car je ne vois pas du tout ce que j'ai fait comme une vengeance. Je vois ça comme de la justice. Je vois ça comme le fait de protéger d'autres femmes du même mal que j'ai subi. Je vois ça comme le fait de tenir quelqu'un responsable des choix qu'il a fait librement et de manière répétée. Enguerrand n'était pas une victime des circonstances ni un homme qui a commis des erreurs innocentes. C'était quelqu'un qui a consciemment choisi de tromper et de manipuler plusieurs femmes pour son propre profit. Quelqu'un qui a ri de notre douleur avec ses amis. Quelqu'un qui a vu notre amour comme une faiblesse à exploiter plutôt que comme un cadeau à chérir. Les conséquences auxquelles il a fait face étaient les résultats naturels de ses actions, pas des punitions que j'ai infligées par dépit. Quand on construit ça, on vit sur des mensonges et de la manipulation, les fondations finissent par s'effondrer. Je me suis juste assurée que ça arrive plus tôt que prévu, avant qu'il ne puisse faire de mal à d'autres personnes. Et c'est un choix que je ne regretterai jamais. Parce que de l'autre côté de cette douleur, de l'autre côté de cette humiliation et de cette trahison, j'ai trouvé quelque chose que je ne savais même pas avoir perdu, moi-même. La vraie moi, celle qui ne s'excuse pas de prendre de la place ou de demander ce qu'elle mérite. Celle qui construit des relations authentiques et crée un travail qui compte. Celle qui connaît la différence entre amour et manipulation, entre partenariat et exploitation. Enguerrand de la Croix m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie, même si je suis sûre que ce n'était pas intentionnel. Vous apprenez aux gens comment vous traiter parce que vous êtes prête à tolérer. J'ai toléré ses mensonges, son manque de respect, sa cruauté, et il a surenchéri en conséquence. Plus jamais. Maintenant, j'apprends aux gens comment me traiter en leur montrant exactement ce que j'attends. Honnêteté, respect, égalité et connexion authentique. Certaines personnes sont à la hauteur de ces attentes et deviennent une partie de ma vie. D'autres se révèlent incapables d'une relation sincère et s'éliminent d'elles-mêmes de l'équation. C'est une bien meilleure façon de vivre. Alors, à quiconque lit ceci et se reconnaît dans mon histoire, qui reconnaît les schémas de manipulation et de manque de respect que j'ai autrefois acceptés comme normaux, je veux que vous sachiez ceci. Vous méritez mieux, vous méritez l'honnêteté, vous méritez le respect, vous méritez d'être vu et valorisé pour qui vous êtes vraiment et vous avez le pouvoir de l'exiger. N'attendez pas que quelqu'un change. Ne cherchez pas d'excuses pour un comportement qui vous blesse. Ne faites pas taire votre voix pour maintenir la paix. Faites confiance à votre instinct. Reconnaissez votre valeur et ne vous excusez jamais d'attendre d'être traité avec la décence humaine fondamentale.
Votre vie est trop précieuse pour la gaspiller avec des personnes qui n'apprécient pas ce qu'elles ont en vous. Et de l'autre côté du courage qu'il faut pour s'éloigner de ce qui est familier, mais nuisible, vous trouverez quelque chose d'infiniment meilleur, une vie construite sur la vérité, entourée de personnes qui célèbrent votre valeur au lieu de l'exploiter. Cette vie vous attend. Tout ce que vous avez à faire, c'est de la choisir.